Si on revient sur les 3 piliers de l'agriculture de conservation, l'autre, c'est le travail minimal du sol. Alors, là, j'ai essayé à résumer dans une façon un petit peu minimaliste, désolé aussi pour ça, les conséquences. Okay. Là, j'ai mis nocives de l'agriculture conventionnelle. En réalité, les conséquences enlevées nocives, mais de l'agriculture conventionnelle et surtout du travail intensif du sol. Donc, on prend en considération maintenant le deuxième pilier de l'agriculture de conservation et qu'est-ce qu'on n'a pas dans l'agriculture conventionnelle. Un des effets principaux qu'on a vu aussi hier, à travers les explications de Marc-André Sellos, c'était le recyclage de la matière organique. On l'a vu aussi directement dans la forêt, par exemple, mais là, on se concentre plutôt dans les champs. En général, dans le recyclage de la matière organique, ils sont vraiment beaucoup de micro-organismes qui y interagissent, à différentes échelles, et surtout, il y a beaucoup de micro-organismes ou de méso-organismes, par exemple la mésofaune, qui ont des complémentarités très importantes. Donc, si on commence à tuer seulement un groupe de cet organisme, on a un déséquilibre sur ça et on a généralement une réduction de la transformation de la matière organique en éléments nutritifs, éléments minéraux. Si on considère les cycles de la matière organique, on a clairement la matière, on va dire, qu'est-ce qu'on a vu hier en forêt, une grande quantité de feuilles qui tombent, gentiment, parce que cette cycle, ça peut durer entre 4 mois et 1 an et demi, ça dépend. Ça dépend de la température, ça dépend du type des matières organiques qui arrivent sur le sol, etc., etc. Et ça dépend aussi de la diversité d'organismes qui font la transformation. Mais on a une transformation jusqu'au humus, acide humique et acide fulvique, en général, sont les principales qu'on trouve. Et après, là-bas, c'est pratiquement un stock. Ça, c'est le vrai stock, en réalité, des carbones qu'on a dans le sol. Et à partir de là, on a bactéries et champignons, principalement, qui retransforment ça et réutilisent ça. Et on a pratiquement les relais dans le sol de sels minéraux qu'après les plantes, ils peuvent utiliser directement. Dans tous ces cycles, là, j'ai mis juste des exemples. J'ai trouvé cette image avec juste des exemples, mais ce n'est pas qu'on a une séquence d'organismes qui agissent sur la matière organique. Non. Normalement, ils sont tous ensemble et ils ont, comme on a dit tout à l'heure, des complémentarités très importantes. Donc, on comprend bien qu'avec un labour du sol, comme on a vu hier, et une oxydation trop importante, qu'est-ce qu'on fait? On coupe d'ici à là. On essaie de faire ça, ce lien direct entre production de sels minéraux et matière organique. Et ça peut causer des problèmes, on va dire, à la biodiversité générale du sol. Clairement, il impacte en général aussi la fertilité de nos sols. Parce que si on laboure les sols, vous avez déjà remarqué, l'année suivante, on doit mettre de nouveau des engrais, ou éventuellement, on doit réintroduire de nouveau du fumier, pour augmenter la quantité de carbone, la quantité des matières organiques dans le sol. Et donc, c'est un cycle un petit peu vicieux. C'est un petit peu comme le cycle vicieux que nous a montré Marc-André hier. On rentre, et l'utilisation des engrais et les labours du sol, on rentre dans ce type de cycle, on va dire, un petit peu vicieux. Un autre point important et effet important, c'est sur la structure du sol. Alors là, structure du sol, la définir, c'est un petit peu compliqué, sincèrement. Moi, j'ai essayé dans des mots relativement simples et je n'ai pas trouvé. Parce qu'effectivement, la structure du sol, il n'y a pas qu'une des structures du sol. Le sol, c'est composé, comme vous savez bien, des réseaux de cristallines entre les minéraux, les agrégats des sols, les agrégats des argiles, les modes des sols. Et là, on est en train de descendre, on va dire de remonter dans les échelles, l'échelle de grandeur. Et donc, effectivement, il n'y a pas une structure du sol, mais des structures du sol, emboîtées un sur l'autre. Et si on agit sur certains, clairement, on a un effet général sur les autres qui vient à plus grande échelle. Jusqu'à arriver aux horizons, qui sont composés en général, qui sont considérés composés par les modes de terre, les agrégats, et les vides aussi. Et donc là, on considère aussi la compaction du sol, qui va nous changer,
l'aération du sol, la capacité de l'eau de rentrer dans le sol, etc., etc. Un autre point important, vu le fait qu'on l'a vu hier, et c'est pour ça que je l'ai ajouté ici, c'est l'effet sur le ver de terre. Quelqu'un hier il disait oui, si on laboure le sol, c'est monsieur-là, on réduit à peu près de 80% les vers de terre qu'on a dans nos champs. Sincèrement, cette donnée, je ne l'avais pas, mais merci pour l'avoir cité hier. Je peux vous dire que les vers de terre, ils ont vraiment un rôle extrêmement important dans le sol, c'est de remuer la matière organique, okay, et les transformer. Un ver de terre, en général, là, j'ai mis un lombri. Okay. Après les vidéos, ça sera sur Eisenia foetida, qui est une autre qu'on trouve régulièrement dans nos sols. En général, la partie la plus importante qui nous intéresse du ver de terre, c'est celui-là. La tête, okay. La tête, la bouche et les deux chambres avant l'intestin, donc son stomac, qui s'appelle techniquement jabot et gissier. Alors, les vers de terre, ils ont tellement des muscles qu'ils gèrent, qu'ils font marcher l'estomac, qui lui permet pratiquement d'intégrer avec les particules du sol aussi de la matière organique. Okay. Et ils font comme une sorte de broyage immense à l'intérieur de leur corps. Et entre-temps, ils fournissent aussi en conditions idéales, à travers les exudats on va dire de leur stomac, pour dégrader et utiliser les bactéries principalement, mais aussi les algues. Okay. Ce sont les principales, ils se nourrissent pratiquement que de ça. Et à quel niveau? Parce que je ne me rappelle plus, quelqu'un il a dit que les taux de retournement du sol donnés c'est monsieur peut-être, donnés par les vers de terre dans un champ normal, c'est énorme. Ça veut dire on peut considérer que... Ah non, c'était Marc-André, pardonne-moi. C'était Marc-André. Comment, pardon? 5 ans pour retourner une feuille. Oui, oui, exactement. Et là, juste pour avoir une idée un petit peu visuelle, j'ai trouvé une vidéo d'une... c'est pas un chercheur, c'est un gars qui s'amuse avec les vers de terre et avec les lombricompost. Okay. Qu'il a utilisé Eisenia foetida. Pourquoi? Eisenia foetida, c'est un des vers de terre qui est un petit peu plus actif par rapport au lombri. Okay. Et dans les exploitations pour produire le lombricompost, c'est utilisé plutôt Eisenia foetida que le lombri commun. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la sciure de bois entreposée à du compost. Okay. Ça, c'est pour faire une distinction entre les couches et on va dire, c'est pas des feuilles, c'est du fauché de prairie, ok, au-dessus, de l'herbe fauchée. C'est pas exactement du foin estafré. Et, pardon, ça marche pas avec les pointeurs. Là, ça va marcher. Ça, c'est un time-lapse. Ça veut dire en 2 minutes, on a 20 jours. Et on voit les couches bien séparées au début et, on va dire, les passages de vers de terre de cette Eisenia foetida qui vont chercher la matière organique en surface, vous voyez, et on enfonce dans le sol. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apprendre aussi un petit peu là, c'est en réalité sol et compost ensemble, parce que les vers de terre, ils ont besoin toujours d'un petit peu des particules un petit peu dures pour broyer toutes choses. Et l'effet général qu'ils ont, c'est vraiment incroyable. On va dire un broyage et un mélange général. À un certain moment, on voit bien que les vers de terre, ils ne commencent plus à franchir cette zone-là. Okay. Alors, les vers de terre, en général, sont extrêmement sensibles à 2 choses. 1, la lumière, et 2, l'humidité, la quantité d'eau. Et le mec, il s'est aperçu qu'effectivement, dans son système, il n'y avait pas assez d'eau, c'était sec au-dessus. Et c'est pour ça que les vers de terre, ils ne partaient pas plus à la partie supérieure. C'est pour ça qu'à un certain moment, au jour 13, il a jeté un petit peu d'eau. Regardez l'effet. Et donc, imaginez qu'est-ce qui se passe dans vos champs chaque fois qu'il pleut et que les conditions sont idéales aussi pour les vers de terre. Clairement,
Dans un champ normal, on n'a pas les couches. Là, c'était seulement visuel pour avoir une idée de la quantité de travail qu'ils font les vers de terre. Il faut les reporter, on va dire, en conditions un petit peu plus réelles. Un sol dans lequel on a peut-être un petit peu de matière organique déjà à ce niveau-là et pas mal de matière organique en surface. Il a réajouté à 19 jours et de nouveau, l'effet, c'est exactement le même. Parce qu'ils ont besoin de récupérer l'air, les broyer, pour donner pratiquement, et en laissant ça, pour donner pratiquement à manger aussi aux bactéries. Les bactéries, dans cet environnement, ils se développent beaucoup plus vite. Et eux, en repassant sur qu'est-ce qu'ils ont broyé, ils bouffent encore plus. Désolé, on a loupé la dernière partie. Je voulais vous faire voir son système. C'était fait avec du plexiglas fin, donc c'est un petit peu limite comme système, mais c'était effectivement sympa de voir un petit peu à quelle vitesse, dans 20 jours, on peut avoir un mélange de, combien c'était, 20 cm à peu près du sol. Je ne connais pas suffisamment la composition du lombricompost. Personnellement, je l'utilise comment dire, soit en préventif, soit en curatif contre un certain nombre de maladies. Par exemple, le mildiou sur mes tomates, j'arrive à neutraliser une infestation. Phytophthora infestans, oui. Le nom de l'eau-mycète qui cause les mildious. Oui. Pardon? Ça s'appelle Phytophthora infestans. Et ce n'est pas un vrai champignon, c'est un eau-mycète. Pour l'ainsi, oui. C'est le milieu de la tomate. Ok. Non, juste pour vous faire savoir que... Il y a je ne sais pas combien de dizaines de mildious différents. Plus que dizaines. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Et pratiquement chaque plante il peut être attaqué. Et il y a des souches qui sont spécifiques, des spécificités entre espèces et pathogènes. Et donc, c'est préventif vers... Oui, effectivement. Donc, bon, je fais une préparation à base de lombricompost. Et alors, bon, il paraît qu'il y a un certain nombre de bactéries, de champignons dans ce lombricompost. Oui. Donc, on essaie de démultiplier ces bactéries, ces champignons. Dans la préparation, on rajoute de la farine et du sucre. On fait buller tout ça pendant 24 heures ou 36 heures. Les bactéries qui se multiplient chaque 20 minutes, ils sont contents. Ouais. On fait une vaporisation sur les feuilles. Et en 3 jours, le milieu est nécrosé. De la pourriture grise, ça devient brun, desséché, nécrosé. C'est quasi miraculeux. Je l'ai testé 2 fois, 2 années de suite. La première année... Et il s'arrête en plus. Ah oui, il s'arrête, et c'est terminé. La première année, j'étais sur le point d'arracher 200 plants de tomates. Et j'ai trouvé cette recette, entre guillemets, qui a été élaborée par Jean-Marie Lespinasse. Je crois qu'il a été chercheur à l'INRA du côté de Bordeaux. Et donc je l'ai appliqué et c'est absolument fabuleux, quoi. Ça m'a stoppé l'oïdium, ça m'a nécrosé l'oïdium des courges. Et puis sur la rouille du poireau, pareil, même effet, stop. Que les deux sont de vrais champignons. Ouais. Donc je lui dis c'est quand même incroyable, alors que ce sont des pathogènes très différents, ou des champignons très différents entre le mildiou, la rouille, l'oïdium. Et à chaque fois on a ce résultat. Je sais pas, une réponse. C'est quoi le compost de départ? C'est un lombricompost fabriqué par un lombricomposteur, un gars qui fait, non c'est un professionnel. Il fait des sacs de lombricompost. Oui, mais il faut voir de quel matériel. Avec les Zenafetida. Il part, donc la matière. Avec les Zenafetida, oui, parce que vous avez vu, elle est beaucoup plus active. Mais la avec matière organique au départ, c'est du fumier de cheval. Il fait coloniser avec les Zenafetida. Oui, parce que si on laisse les fumiers de cheval sur le sol, normalement, c'est les Zenafetida qui viennent vers les fumiers de cheval. C'est une des façons de récupérer un petit peu de ces vers de terre. Donc lui, il gère des colonies entières, hein, oui. parce qu'il a des planches et des planches. Mais il met quoi d'autre? Parce qu'il ne peut pas seulement du fumier de cheval. Il met de la paille, très probablement, il met des déchets végétaux. Que de la paille. Hein? Le fumier de cheval, c'est très pailleux. Il y a beaucoup de paille. C'est très pailleux. Ouais. C'est déjà très pailleux. Okay. Oui, c'est tout en fait, d'après ce qu'il me dit. Barry. Oui, Moi j'ai des réponses à ça. Ouais, je sais pas si c'est Moi j'ai des réponses qui peuvent être, on va dire, liées à la logique. En fait, il y a... Parce que j'ai jamais étudié ça, donc oui. J'ai un peu étudié. Il y a
plusieurs réponses qui sont données. D'une part, il y a le fait que tu as de la compétition entre plein de micro-organismes qui arrivent là. Si tu as beaucoup de diversité, tu as plus de chances qu'il y en ait un qui se débrouille mieux pour choper les ressources, mieux que le pathogène. Tu as ça, tu as beaucoup de micro-organismes qui sont de toute façon en compétition dans la nature, donc ils produisent ce qu'on disait hier, des substances allélopathiques, des substances qui tuent ou qui éloignent les voisins, des antibiotiques, ce genre de trucs. Tu as aussi l'activation on va dire, le système immunitaire, pour faire gros, de la plante, qui fait que la plante est mieux à même de se défendre. Il y avait des histoires de nutrition aussi, donc il y a plein de trucs. Et ça n'arrive pas qu'avec le thé de compost de lombricompost, mais il y a aussi d'autres préparations avec des composts anaérobiques qui marchent. Il y a 2 bouquins, mais en anglais. Bon, il y a une nana qui en parle beaucoup, qui s'appelle Elaine Ingham, qui est une américaine qui a fait des recherches assez poussées. Bon, bref, elle. Et sinon, il y a un bouquin qui s'appelle Microbial Ecology of Aerial Plant Surfaces. Je dois vous trouver les références plus précises si ça intéresse. Mais voilà, en gros, il y a plein de facteurs et ça a été mal étudié et parfois ça marche pas, mais souvent ça marche. Donc plutôt, oui, un effet des compétitions spatiales, si on veut traduire, une compétition spatiale, une compétition pour les ressources, celui-là spatial, mais aussi d'activation éventuellement des ressources, des réactions de défense de la plante, si on le voit comme ça. En plus, sur différents micro-organismes. Sincèrement, moi, je me suis jamais plongé dans ce type d'analyse et voir, je ne connais pas non plus le chercheur à partir de lequel vous avez développé la recette. Ça paraît curieux quand même que ce soit de la compétition spatiale pour les ressources. Parce que le pathogène, lui, sa ressource, c'est la plante. Mais tous ces autres micro-organismes qui sont présents dans ton infusion, ils ne sont pas pathogènes. Ils dépendent du carbone en général. Et pour se répandre, il y a des stades dans lesquels, avant de pouvoir venir sucer dans les cellules de la plante, il dépend du carbone qui est en surface. Et en plus, il y a des histoires encore une fois, d'antibiotiques ségrégés, parfois de parasites, de microbes qui parasitent d'autres microbes ou qui prédatent d'autres microbes. Cette phase dans la recette de mettre de la farine ou du sucre, effectivement, c'est pour augmenter la quantité de certains groupes de levures éventuellement ou de bactéries pour faire effectivement ça, pratiquement pour enlever les peu de ressources qu'un éventuel pathogène, en arrivant sur la feuille, il trouve pour se développer et pour arriver à faire l'Haustorium, normalement pour un rhizifère, que c'est l'oïdium, et aussi pour l'autre, c'était la rouille du poireau. La rouille, ok. Un champignon brun. Oui, les rouilles, ils font tout des fortifications brun. Oui. C'est quand même un coup de bol, parce que tu pourrais très bien faire utiliser pour une culture de pathogènes et répandre du pathogène. L'idée étant que dans la biodiversité du sol, la plupart, c'est pas des pathogènes. Oui. Et donc, tu as plus de chances d'amener des non-pathogènes en augmentant la biodiversité que d'amener des pathogènes. Et en plus, la plante, elle a des mécanismes par lesquels elle favorise, en sécrétant des trucs, elle favorise certains groupes plutôt que d'autres. Mais effectivement, parfois, ça donne exactement le résultat inverse. C'est l'inconvénient par rapport à... C'est aussi surtout qu'un écosystème dont toutes les niches sont saturées n'offre plus de points d'entrée. Donc c'est aussi avoir un maximum d'interaction entre les microbes qui rend difficile l'insertion de machin non souhaitable. Et du coup, si tu as une stabilité dans un écosystème microbien qui est plutôt stable, tu peux avoir peut-être un peu de pathogènes, mais l'idée est que justement les niches sont saturées et il n'y aura pas d'énormes pics de population parce qu'il y a une saturation des niches. Donc il faudrait le faire en préventif en fait, pour occuper les niches avant que le pathogène arrive. Il y en a qui le font aussi. C'est l'idée au semis, il y en a qui travaillent pas mal sur le semis, y compris avec des mycorhizes et d'autres micro-organismes qui font pousser les plantes. Plant Growth Promoting Bacteria. Oui. C'est un terme technique anglais, oui.
Il y a pas mal d'études. Il y a certaines boîtes qui produisent des engrais verts basés sur ces types de groupes de bactéries et des champignons mycorhiziens. Sauf que là, ce qui est cool, c'est que du lombricompost, tu peux le faire toi-même, quoi. Et à mon avis, c'est mieux parce que alors c'était vraiment quels sont les points de vue aussi je ne sais pas ton nom. Solène. Parce qu'effectivement, on produit un vermicompost avec de la matière organique ou des plantes, des fauchets de plantes, qu'il avait déjà un pathogène. On peut avoir les risques. On ne sait pas si Eisenia foetida, en passant à travers son intestin, en utilisant son système, on va vraiment tuer tous les propagules des pathogènes. Mais c'est vrai qu'on augmente en général la diversité. Et une chose qui a été démontrée, je ne l'ai pas amené ici, c'est que les passages à travers les vers de terre, ils ne tuent pas les champignons, les endomycorhizes. Ah oui, non. Mais ils tuent les pathogènes. Non, c'est bien. Ouais. Certaines études ils ont été faites pour ça, oui, mais pour je crois, recycler les déchets humains, les déchets des hôpitaux. Et... Il arrive même à éliminer les métaux lourds. Non, c'est pas qu'il les élimine, il accumule. Et que là, tu les accumules et donc tu as des vers de terre blindés de métaux lourds. C'est après on utilise ça pour nourrir les poules, c'est pas bien. Après on va se bouffer des œufs avec les métaux. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée d'après l'utiliser, mais oui. Donc l'avantage aussi c'est que pratiquement, qu'est-ce qui a été vu en réalité, c'est une accumulation de propagules, pas seulement des champignons mycorhiziens, mais aussi d'autres champignons. Par contre, bactéries, algues et certains d'autres champignons, ils sont effectivement tués au passage du stomac et après de l'intestin de vers de terre. Après, toujours, moi je ne prendrai pas trop de risque éventuellement de prendre un vermicompost de quelqu'un d'autre qui peut-être par hasard ou par erreur, il a utilisé des plantes avec un pathogène dessus. Donc ça, c'est effectivement un commentaire correct. En plus, à faire, c'est pas si compliqué de faire une compost. Oui, voilà, c'était surtout du terme indépendance vis-à-vis des boîtes et avoir des propres micro-organismes qui sont déjà chez Mais toi. normalement, les boîtes qui font les vermicompost sont des petits producteurs, sont pas, et surtout sont locaux. Non, celui-là, c'est grand. Non, c'est un petit, c'est un local. Oui, c'est un local, et donc on ne rentre pas, on va dire, dans le concept, on va dire, industrialiste, d'industrialisation du produit. Mais bon à savoir ça, je ne savais pas ce type d'approche et je ne connaissais pas les bouquins. Pareil. Je te demanderai pareil les références. On continue. Alors, on a vu les effets, on va dire, du labour du sol un petit peu plus profond sur différents points fondamentaux. Donc, le recyclage de la matière organique et la fertilité du sol, la structure du sol et en général les vers de terre. Mais dans tout ça, les mycorhizes, là, j'ai mis en général un pouce vers le bas pour l'agriculture conventionnelle et vers le haut pour l'agriculture de conservation. C'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu aussi et ce qu'on a discuté hier, par rapport au labour du sol, par rapport pas seulement aux vers de terre, à l'action des vers de terre, des concentrations aussi des propagules, mais aussi l'effet que dans certains groupes de mycorhizes, le travail du sol, il va affecter leur, on va dire, présence et leur, non, pas présence, c'est pas correct, effectivement, leur abondance relative. Parce qu'il y a certains groupes de mycorhizes, comme on disait hier, qui, groupes, on va dire espèces de mycorhizes, qui ils sont plus affectés par le travail du sol. Ils ont plus de mal à créer un réseau mycélien pour aller de nouveau à chercher des nutriments et les donner à les plantes. Et d'autres qui sont un petit peu plus agressifs dans ces points de vue. Et aussi, si le réseau mycélien est coupé, il peut les reproduire, il peut aller chercher de nouveau des ressources très, très vite.